Ce dernier Concorde, arrivé à Toulouse le 27 juin 2003, est à lui tout seul une pièce du musée. Ouvert au public uniquement pour des grandes occasions, j'ai eu le privilège d'en disposer pour moi tout seul quelques instants. Le 2 mars 1969, Concorde décollait pour la première fois au-dessus de Toulouse avec André Turcat aux commandes, marquant à jamais l'histoire de l'aéronautique toulousaine. Pour ce grand événement de l'année, les équipes du musée avaient choisi de raconter cette aventure exceptionnelle à travers les femmes qui font vivre l'aéronautique aujourd'hui. L'objectif, mettre à l'honneur des parcours féminins inspirants, et rappeler que ces métiers d'avenir sont accessibles à toutes et tous, sans distinction de genre. Moi, je suis ravi de vous rencontrer pour cette interview impromptue ici à Aéroscopia. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, non, c'est super. Non, franchement, c'est sympa. Ouais. Et je vous suivrai sur YouTube, en fait. Ah, ben, voilà. parfait, Vous me donnerez les... Voilà. Alors maintenant, donc, nous allons passer véritablement à l'interview. D'accord. Et c'est vous qui allez être à l'honneur. Ok. Allez, c'est parti. Chers amis internautes, vous savez que j'ai l'habitude de faire des films sur les femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires avec Laurence. Effectivement, bonjour Laurence. Bonjour. Alors, qui êtes-vous pour être aussi extraordinaire à mes yeux ? Bien, écoutez, j'ai eu la chance dans ma carrière d'être hôtesse de l'air sur le Concorde pour la compagnie British Airways. Donc, hôtesse de l'air sur Concorde. C'est quand même assez prestigieux dans votre carrière, à vos débuts certainement. Comment l'avez-vous ressenti quand vous avez été nommé ? Alors, bon, j'ai dû passer déjà des entretiens spécifiques que j'ai réussi. Donc, j'ai été choisie pour être hôtesse de l'air sur Concorde. Écoutez, nous avions conscience d'avoir beaucoup de chance et d'être privilégiés de voler sur cet avion extraordinaire. Moi, j'ai jamais été blasée d'être sur Concorde. Ça a toujours été un plaisir de travailler sur cet avion extraordinaire. La compagnie pouvait nous appeler pour remplacer quelqu'un de malade. On disait toujours oui, tellement qu'on avait de plaisir à travailler sur cet avion. Avez-vous eu à bord des personnes de renom, des prestigieux, des chanteurs, danseurs, etc., de cinéma ? Oui, il y avait beaucoup de personnalités à bord, des hommes politiques, mais surtout beaucoup de grands pontes de l'industrie, en fait, qui prenaient le Concorde une fois par semaine, des fois 2 fois par semaine, pour signer des contrats à New York. Ils devaient faire donc l'aller-retour Londres-New York. Donc j'ai rencontré pas mal de personnalités. Alors maintenant, je ne veux pas trop dire de nom, en fait. On ne dira pas de nom. Mais j'ai eu beaucoup d'échanges très sympathiques avec ces personnalités-là, en fait. Les passagers sur Concorde, des fois, ils se connaissaient même entre eux. C'était vraiment un club un peu fermé. Et moi, j'ai des souvenirs où même des fois, une actrice était à côté d'un présentateur de télévision renommé. Et on voyait que tout le monde se connaissait, en fait. Travailler à bord de Concorde, parce que c'est quand même assez exigu. Hein. On n'est pas dans le A380. Hein. C'était totalement différent. Ça devait être éprouvant peut-être physiquement, non ? Alors en fait, on avait une semaine de formation et on avait un petit bouclette technique. Et en fait, nos managers voulaient qu'on connaisse tout par cœur, les emplacements où se trouvait le caviar, où se trouvaient les coupes à champagne, où se trouvait tout en fait. Comme ça, on ne se battait pas pour chercher quelque chose dans la galley, la cuisine. Et en fait, tout était très orchestré en fait. On faisait une tâche après l'autre. C'était comme un ballet très chorégraphié. Vous étiez combien de personnels navigants à bord ? Alors en fait, c'était 6 personnels navigants de cabine, 3 qui travaillaient à l'avant et 3 à l'arrière. Maintenant, il faut savoir que la cabine Concorde avant avait 40 sièges et que la cabine arrière avait 60 sièges.
Mais il faut savoir quand même que c'était la classe Concorde. Du début jusqu'à la fin, c'était qu'une classe et le même service. Donc en fait, quand l'avion avait plus de 80 passagers, on avait un 7e membre d'équipage ajouté qui travaillait donc dans la cabine arrière, parce qu'on avait quand même plus de passagers à l'arrière. Quand a eu lieu le crash malheureux de ce Concorde à Garges-les-Gonesse, où étiez-vous? Eh bien écoutez, j'étais en repos chez moi à Londres et en fait, je l'ai su d'abord par des coups de téléphone d'amis de mes parents qui étaient très inquiets pour moi en pensant que j'étais peut-être à bord. Vraiment, ça a été une nouvelle des plus tristes que j'ai jamais entendue. Et en fait, j'ai revolé sur le Concorde 3 jours après ou 2 jours après. Et en fait, on était quand même très très atteints. On en a beaucoup parlé. Et en fait, c'est terrible à dire, mais ce décollage, moi j'étais ma position était dans le milieu de la cabine et je faisais face avec une autre de mes collègues. Et c'est terrible, mais on a compté 80 secondes. Et en fait, 80 secondes, c'était donc c'est très très long parce qu'on sait que le Concorde s'était crashé au bout de 80 secondes. Et on a eu des grosses pensées pour tout le monde en fait, pour toutes les victimes, même maintenant d'ailleurs. Aujourd'hui, les décennies sont passées. On voyageait beaucoup plus vite qu'aujourd'hui, forcément, à la vitesse supersonique. Est-ce que vous avez des regrets ou bien vous êtes passé à autre chose? Alors bon, des regrets oui, parce que c'était une époque formidable de voler sur le Concorde. Maintenant, c'était quand même un avion avec une technologie quand même ancienne et qui peut-être n'avait plus sa place maintenant. Il faut attendre maintenant un peu le petit frère du Concorde qui peut-être, avec des nouvelles technologies, peut-être viendra plus tard. Mais bon, l'histoire est close pour le Concorde, mais on peut que avoir des bons souvenirs. Alors on disait que j'étais supersonique, maintenant bon, je suis subsonique, mais voilà, la page est tournée. Un scoop peut-être, parce que vous dites le petit frère du Concorde. Avez-vous des infos? Non, il y a quelques sujets, il y en a un qui s'appelle Boom, mais je crois qu'ils n'ont pas les moteurs encore, je crois. Donc voilà, non, pas de scoop à ce sujet. Vous êtes rentré donc hôtesse de l'air à l'âge de 23 ans ou 25? 27 ans. 27, oui. Est-ce qu'il y avait déjà des hôtesses plus jeunes? Alors à mon époque, les noms commençaient plutôt vers 24-25 ans. Maintenant, les jeunes recrues peuvent avoir 18-20 ans. Moi, personnellement, je pense que c'est bien d'avoir une expérience professionnelle à l'extérieur avant d'être hôtesse de l'air. Parce qu'il faut quand même connaître c'est le sens du public, le sens du contact. Je pense qu'une certaine maturité aide quand même à être à l'aise dans ce métier. Et il faut surtout aimer les gens. Alors, question aussi technique, les uniformes. À l'époque, les uniformes, ils étaient un petit peu rétro, enfin du moins sur vol sur Concorde de France, c'est Pierre Cardin, etc. Et vous étiez habillé par qui? Alors, c'était donc des designers britanniques. Et moi, j'ai eu la chance d'être habillée par Paul Costello, qui était donc un grand designer des années 80. Et c'est un uniforme qui était vraiment intemporel, qui était très très chic et que j'ai porté avec fierté parce qu'il allait très très bien, il était bien taillé et c'était vraiment un uniforme de qualité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Animations diverses dans le musée, Aéroscopia, mais surtout des conférences par des femmes travaillant dans l'aéronautique. Que ce soit hôtesse de l'air, pilote de ligne sur le Beluga, ou contrôleuse aérienne à Toulouse-Blagnac, des métiers au féminin très valorisants. Alors vous les avez vus passer devant nous, c'est Alexis et Farida qui ont fait carrière à bord de Concorde et qui bien sûr l'un était steward, l'autre Farida était hôtesse de l'air et vous vous êtes posé donc dernièrement, il y a quelques années de cela, sur le tarmac de Toulouse à bord du dernier Concorde. Bien le bonjour, Farida. Bonjour. Alors, une carrière bien sûr assez extraordinaire, puisque vous avez tenu une conférence où je vous ai écouté admirablement. Et juste un petit mot d'état d'âme, cette époque-là, c'est bien révolu?
Ben, écoutez, ça a réveillé énormément d'émotions en moi et j'ai eu le privilège et la fierté de pouvoir travailler sur cette machine extraordinaire. Et aujourd'hui, ben, je ressens que de la fierté et voilà et de la joie d'être ici et de revoir et de la joie d'être ici et de revoir cette fabuleuse machine. Combien d'années de carrière? 5 ans, les 5 dernières années de Concorde et les derniers vols sur cette machine et beaucoup d'allers-retours Paris-New York, New York-Paris et de boucles. On faisait découvrir le Concorde à des passagers qui venaient pour un après-midi et donc on faisait une boucle sur l'océan, on allait sur l'océan, on passait à Mach 2 et on revenait sur Paris. Donc les vols boucles ont eu beaucoup de succès et j'en ai fait beaucoup. C'est dommage que je ne vous ai pas connu avant, parce que j'aurais prétendu à la boucle, moi. Alors vous, Alexis, vous étiez ensemble dans le même équipage? On est rentré même année, 99 à 2003, sur Concorde, oui, parce qu'Air France c'était bien avant, on a 30 ans d'ancienneté Air France, mais Concorde 99 à 2003, moi j'ai effectué le dernier vol commercial du Concorde, c'était le 31 mai 2003. Voilà, et avec Farida, on a eu la chance de voler plusieurs fois ensemble, hôtesse et steward. Maintenant, on est chef de cabine principal chez Air France. Vous êtes toujours en activité? Oui. Absolument. Oui, chef de cabine principale. Sur donc, les longs courriers, sur tous les avions long courriers d'Air France, donc sur Boeing 777, Boeing 787, Airbus 330, Airbus 350. Alors Boeing qui a une très mauvaise presse, est-ce que c'est un avion fiable? Ah nous on aime bien le Boeing, le 777 c'est un peu notre avion de notre génération, il est arrivé à Air France en 96-97. Et donc c'est l'avion qu'on a pratiquement tout le temps connu, qui est très confortable pour les PNC, pour travailler, il y a de l'espace, on y est bien, absolument. Ouais. Donc Concorde c'est autre chose, c'était beaucoup plus étroit, il faisait très chaud en cabine, il n'y avait pas ce confort, mais il y avait cette magie d'être dans Concorde. Un souvenir peut-être cocasse, vous, en tant que steward, avez-vous renversé peut-être une coupe de champagne sur Margaret Thatcher? Non, on n'avait pas le droit à ça, on n'avait pas le droit de renverser une coupe de champagne, on aurait été licencié sur le champ. Non, mais c'est des belles rencontres, puis aussi des soucis techniques de temps en temps. Voilà, moi j'ai connu un pompage sur Concorde, donc là c'est un souci au niveau des moteurs qui rejettent le flux d'air vers l'avant, donc c'est assez impressionnant. Donc l'avion se met à décélérer, mais il décélère tellement fort qu'on a l'impression qu'il redescend d'urgence, alors qu'on reste au même niveau. Mais là, c'est là on se rend compte vraiment de la vitesse de l'avion et de cette puissance. Farida, est-il vrai que quand vous voliez à bord de Concorde à 18 000 mètres d'altitude, oui. Eh bien, au-dessus, c'était le ciel noir, le ciel de l'espace? Alors oui, il suffisait de juste tourner la tête et regarder au-dessus de l'hublot l'atmosphère et c'était noir, c'était le cosmos. Donc on était vraiment entre la limite de la couche d'ozone en fait, entre l'univers et nous. Donc c'était fabuleux, fabuleux. Auriez-vous aimé, l'un comme l'autre, être plus haut dans l'espace? Oh oui, tellement. Mais déjà ce qu'on a vécu, c'est déjà assez extraordinaire. En tant que PNC, avoir volé à 18 000 mètres, c'est assez incroyable. Ce qui était incroyable aussi, c'était l'hiver. Quand on quittait New York le matin, on avait un lever de soleil sur New York. On décollait et 3 heures après, on avait le coucher de soleil à Paris. Donc on avait une journée très courte. 3 heures de jour, et ça c'était assez extraordinaire. Et à l'inverse, quand on partait de Paris, là on avait une journée qui était très longue, parce qu'on remontait le temps, on décollait à 11 heures de CDG, Charles de Gaulle, pour se poser à 8 heures à New York, donc là on avait une grande journée, donc c'était un peu la magie de remonter le temps avec cet avion. Alors pourquoi je vous ai choisi? D'abord bien sûr pour votre carrière, pour mettre aussi à l'honneur les femmes ordinaires qui font des choses extraordinaire. Mais oui, je le dis haut et fort. Et tout ça aussi pour convaincre les jeunes, qu'ils soient jeunes garçons et aussi jeunes filles, que les carrières dans l'aéronautique, que ce soit ingénieur, que ce soit chercheur, ou bien comme la jeune fille de tout à l'heure là, qui était contrôleur aérien, bien, tout ça c'est accessible parce qu'il faut aller au bout de ses rêves. Oui, foncez, allez au bout de vos rêves et il n'y a pas d'obstacle, c'est terminé les obstacles. Maintenant on fonce, on va au bout de ses rêves. Et même si le Concorde n'a jamais été égalé et qu'on n'a pas eu un remplacement de cette magnifique machine, il y a d'autres avions et l'aviation, l'aérien c'est magnifique. Donc faites, allez au bout de vos rêves. Oui. Juste un petit mot sur les costumes, puisque c'est cela qui m'a fait flasher. Alors l'uniforme, Alexis, j'ai l'impression que vous sortez du temps, vous êtes au début du fin 19e siècle, dans les bars de Chicago ou autres. Est-ce que
Aujourd'hui, les stewards ne travaillent pas comme ça. D'ailleurs, ce serait très surprenant. Mais dans le Concorde, ça se prêtait bien. Il y a un petit côté rétro. Alors, mais avec la lumière de la cabine, la décoration de la cabine, ça passait très bien. Donc, effectivement, c'était l'uniforme que portaient les stewards à bord du Concorde. Et donc, on avait un Spencer sur mesure. Il y a une étiquette, il y a mon nom, il y a mon matricule. Absolument, ouais, tout à fait. Ça vaut de l'or aux enchères. Oui, oui. J'en avais un deuxième, je l'ai offert à Farida. Et elle m'a offert une robe. Bon, je ne l'ai pas porté. On a fait d'échanges d'uniformes, oui. Ouais. Mais dans la vie civile, vous êtes un couple? Non, on est amis. C'est mon meilleur ami. Vous espérez encore une longue carrière sur les vols commerciaux? On a déjà un certain âge. Déjà, quand on dit aux jeunes qui arrivent qu'on a volé sur Concorde, ils nous regardent avec des grands yeux. Nous, sont des dinosaures. Elle me dit, mais vous êtes dinosaure, vous êtes un dinosaure. Donc, on a quand même déjà 30 ans de compagnie. Ouais. C'est pas mal. On peut faire encore 10 ans maximum. Mais là, on savoure les instants, on savoure les moments. C'est une chance inouïe de faire ce métier dans ces conditions. Donc, non, on savoure vraiment. Quand je vous vois et je vous écoute, j'ai vu comment vos yeux sont pétillants l'un comme l'autre. Et on voit que vous avez quelque chose dans vos souvenirs qui paraît immortel et que vous transmettez finalement. Vous transmettez et merci de me le transmettre à moi pour que je puisse aussi le retransmettre. Voilà. Je vous souhaite encore bon vol. Hein? Oui. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons été ravis de pouvoir vous transmettre la magie de l'aérien et puis voilà, aller au bout des rêves. Voilà, exactement. Puis bonne carrière aux jeunes qui arrivent. Ils vont vivre autre chose. Il n'y a pas que le Concorde, il n'y a pas que les Boeing 777. Il y aura des nouvelles machines qui arrivent, modernes. Et chaque génération vit son époque. C'était pas mieux avant, c'était différent. Ouais. Donc c'est ce que je dis aux jeunes, c'est voilà, vous allez vous adapter sur d'autres machines. Je fais juste une aparté, la magie du vol, mais peut-être reverrons-nous un jour peut-être le dirigeable. Ah ben peut-être. Et là, vous ressortez les costumes. Hein. Là, la couleur a tout son sens. Ouais. Là, c'est sûr, on ressortira les uniformes. On va les garder précieusement encore quelques années. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Eh bien, bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, bien sûr, Airbus, nous ne sommes pas sur votre avion de prédilection qui s'appelle comment? C'est le Beluga XL. Vous êtes pilote sur Beluga. Avion. Et vous êtes seul à bord ou bien y a-t-il... Ah non, nous sommes deux. Il y a un commandant de bord et moi je suis copilote sur le Beluga XL. Alors, cette passion, elle est venue comment? Enfin, pour arriver à être pilote sur Beluga. Ah, c'est un long parcours qui a commencé à 15 ans. Quand j'étais adolescente, j'ai commencé à faire du planeur. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh, un jour, je vais être pilote. Je regardais les avions passer dans le ciel. Je me suis dit, je serai pilote. Et donc, j'ai tout fait pour franchir des étapes. Ouais. Voilà. C'est curieux parce que je rencontre beaucoup autrefois de jeunes filles qui ont commencé sur planeur et qui finalement, à force de planer, ont grimpé. Et il y en a même qui sont partis là-haut. Ah oui, hein, oui, tout à fait. Une certaine Sophie, vous voyez qui je veux dire? Oui, tout à fait, oui. Alors, moi, j'avais pas les mêmes ambitions. Moi, c'était aller dans le ciel, mais pas dans l'espace. Oui. Donc, j'avais des photos d'avions partout, mais pas des photos de fusées. Donc, moi mon objectif, c'était les avions. Et alors, à quel âge, êtes-vous passé maître à bord du Beluga? Ah, le Beluga, c'est il n'y a pas très longtemps. Ça fait 6 ans que je suis sur le Beluga. C'est ma fin de carrière sur le Beluga. C'est une fin de carrière, mais quand même, piloter une baleine, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde et il faut de la persévérance pour pouvoir y arriver parce qu'il y a beaucoup de demandes, pas beaucoup de place. Donc il a fallu que je postule pendant 10 ans et au bout de 10 ans, j'ai enfin eu ma place. Alors cette machine extraordinaire, elle est construite à Saint-Nazaire, hein? Elle est construite à Toulouse, elle a été construite à Toulouse. Mais l'assemblage, il se fait où exactement? L'assemblage a été fait à Toulouse. Ah, ben voilà, c'est bien ça, oui. Mais les blocs parviennent de Saint-Nazaire. Ah, il y a des blocs qui viennent un peu partout en Europe. Les pièces sont faites dans différentes usines en Europe, que ce soit en Espagne, en Angleterre, en Allemagne ou en France. Bon, et c'est assemblé à Toulouse ou à Hambourg. Mais... Vous faites bien de vous le dire parce que je connais des gens qui sont chauvins, qui sont à côté de Saint-Nazaire, qui me disent c'est construit chez nous. J'ai dit attends, je vais me renseigner et donc j'ai la réponse. Forcément. Effectivement, il y a une partie du fuselage qui est faite à Saint-Nazaire. Voilà, et une autre partie qui est faite, une toute petite partie qui est faite à Nantes aussi. Combien de rotations faites-vous dans la semaine?
Oh, c'est assez variable. C'est variable en fonction des éléments météo, en fonction on est très tributaire du vent. Et on fait dans la journée, on peut faire 3 rotations, 3 voire 4 rotations. Et ça, 3-4 fois par semaine. Alors, le vol le plus long, ça serait quand on fait un Toulouse-Madrid et ensuite Madrid-Hambourg. D'accord, comme ça. Oui, parce que Madrid-Hambourg, il y a là pour plus de 3 heures de vol. Et après, si on revient sur Toulouse, ça fait 7 heures de vol dans la journée. Quand vous avez la carlingue, enfin la charge pleine, la charge utile, vous volez à quelle vitesse? Nous, on est limité, alors on gêne dans le contrôle, mais on est limité à max 68 parce que justement, on a notre grosse bosse sur la tête et l'écoulement de l'air serait supersonique si on volait plus vite. Max 68, c'est en km/h, c'est quoi? En disant que vous volez quand même à une certaine vitesse de croisière et en sécurité forcément pour la charge. Oui, bien sûr. Alors, ça ferait à peu près 800 km/h ou à peu près. Toujours des vols en Europe, forcément. Affirme. Oui. Affirmatif. Oui. C'est des formations professionnelles. Affirmatif, chef. On peut rire quand même aussi, bien sûr. Ah bah bien sûr, il faut rire. Ça a évolué. Moi, j'étais une des premières pilotes femmes dans l'aéronautique navale. Et on était très peu nombreuses et ça s'est ouvert petit à petit. Et dans l'aviation civile, pareil, ça s'est ouvert petit à petit. Mais on est à peu près à 10% de femmes, c'est encore très faible. J'allais vous poser la question, donc vous êtes 10%. Oui. À peu près, oui. Ça serait bien de grimper, de les dépasser les 10%, d'arriver à 25-30, non? Eh oui, ça serait bien, mais il faut que les filles soient motivées, enfin, sachent déjà qu'elles puissent le faire. Oui. Parce que souvent on dit oh, c'est trop dur, j'y arriverai pas, il faut être bac plus, je sais pas combien. Non, c'est pas vrai. Niveau bac, ça suffit. Si je vous dire, il faut croire en ses rêves et les développer. Vous êtes d'accord? Ah, tout à fait d'accord, c'est ce que j'ai fait. Oui, hein. C'est ce que j'ai fait. Et voilà, vous êtes un parfait exemple. Je vais être obligé de vous lâcher parce que vous allez faire une conférence maintenant, là, ici, au sein de Aéroscopia, sur votre métier. Et puis voilà. Je vous remercie beaucoup. Et bien, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Un petit coucou pour les internautes. Un message peut-être pour les jeunes filles ou autres, peut-être un message. Alors, vivez vos rêves. Et si vraiment vous êtes motivé, tout est possible. Il faut se donner les moyens pour y arriver. Tout est possible et réalisable. Merci. Cet univers nostalgique nous a permis de revivre une époque révolutionnaire et d'innovation technique qui a marqué l'histoire. À chaque époque, des femmes et des hommes ont œuvré pour nous affranchir de très longues distances. Et je me prends à fouler les pas de ces personnes de la haute société, de la politique ou people. L'instant magique de la passerelle est le tarmac de Rio, Caracas, Dakar, Mexico ou New York. Mais aujourd'hui la page est tournée vers un futur encore incertain.